Michael Saylor vient de vendre tous ses bitcoins. Quel impact ça va avoir sur le marché? Quels sont les mouvements à faire? Est-ce qu'il vaut mieux acheter, mieux vendre? On regarde ce qu'en disent les experts tout de suite. Alors, Bitcoin perd l'un de ses plus grands défenseurs, Michael Saylor, qui a souvent été décrit comme le gourou de l'invention de Satoshi. Il a décidé de quitter le navire et ça risque de pas mal secouer. Alors, normalement, je pense que vous l'avez. Évidemment que Saylor n'a pas annoncé qu'il allait vendre tous ses bitcoins. C'était un petit poisson d'avril. Désolé pour les gens qui ont horreur de ça, mais moi, franchement, j'adore. Mais alors, c'est pas impossible que ça arrive un jour et les conséquences pourraient vous surprendre. Dans cette vidéo, on va raconter des histoires, je vous préviens. Alors, j'ai sélectionné pour vous quelques petits scénarios plausibles où Saylor va se mettre à vendre ses bitcoins et vous allez voir que certains, ils pourraient arriver plus vite que prévu. Et si tu ne nous connais pas encore, bienvenue sur le Crypto Daily, les infos dans le Web3, ça va très vite, donc t'en rates tous les jours, et si tu ne veux rien rater, on a une newsletter tous les matins en 2 minutes maximum, tu sais tout ce qu'il se passe, et si t'es pas très mail, abonne-toi parce qu'on en parle aussi ici, et en plus ça nous aide grandement. Alors, imaginez un peu la scène. Michael Saylor, costume impeccable, sirote son café dans les bureaux de stratégie quand son téléphone sonne. À l'autre bout du fil, un bureaucrate de la SEC qui lui annonce la terrible nouvelle. Un nouveau décret présidentiel est passé et Bitcoin, malheureusement, c'est une affaire d'État maintenant. Plus personne n'a le droit d'en détenir aux États-Unis et tout le monde est obligé de déclarer et de vendre ses Bitcoins au trésor US à un taux fixe. Vous pensez qu'on est dans de la science-fiction, là, n'est-ce pas? Eh bah, pas du tout. Pour rappel, c'est déjà arrivé avec l'or. Le président américain Roosevelt ne s'est pas gêné pour confisquer l'or de tous les Américains en 1933, et ça pourrait bien recommencer avec Bitcoin. Sauf que là, ce n'est pas pour le garder, mais bel et bien pour le vendre. Alors, le vent politique a changé de cap, et Bitcoin est désormais interdit aux États-Unis, car ces derniers, en fait, craignent pour la primauté du dollar américain. La tasse tremble dans la main de Saylor pendant qu'il se rend à l'évidence. MicroStrategy est une entité régulée sur le sol américain. Il va devoir obéir et vendre tous ses bitcoins. Bien entendu, les rumeurs commencent à enfler autour de tout ça. La première puissance mondiale, pourtant en avant sur la technologie, a-t-elle vraiment décidé de tourner le dos à l'invention de Satoshi Nakamoto? Il faut croire que oui, et le marché n'est pas là pour attendre, mais pour anticiper. Alors on se retrouve avec des liquidations en cascade, tout droit vers les abysses. Tout ça, en fait, c'était que du vent, les promesses de réserves stratégiques, les ETF spot, les États-Unis comme capitale mondiale de la crypto. Est-ce que tout ça n'était finalement que des promesses? Bien sûr, toute la bulle se met à dégonfler. Bitcoin retourne à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis plusieurs années. De 80 000, il passe à 60 000, puis à 30 000, puis à 15 000. Il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, et le bear market pointe désormais le bout de son nez. Plus rude, plus fort, plus froid que d'habitude. Bien sûr, personne n'y était préparé. La position de Saylor était juste trop grosse. Et même s'il a réussi à sauver son entreprise MicroStrategy, elle redevient une entreprise de logiciels sans réel engouement ni traction. Et bien sûr, sans ses bitcoins, fini son statut de première entreprise Bitcoin, fini le to the moon à chaque mouvement à la hausse de Bitcoin. Les actions dégringolent et le ticker MSTR, autrefois titan, valorisé à 500 $ l'action, retourne aux alentours des 10 $, comme ça a été le cas pendant les 20 ans qui ont précédé leur saut à pieds joints dans Bitcoin. Alors, les actionnaires sont furasques et dégainent leurs avocats. Eux, ils ont signé pour du Bitcoin, pas pour des logiciels ringards. MicroStrategy est redevenue une boîte tech sans éclat, vestige d'un coup d'essai un peu trop prématuré, celui de vouloir adopter Bitcoin comme actif de réserve. Et pour la seconde fois de sa vie, Saylor se retrouve ruiné. Sauf que cette fois, c'est les pouvoirs publics qui l'ont mis à genoux. La réglementation a eu raison de lui et sa position déraisonnable a fait imploser le marché crypto en plein vol. Bitcoin s'en remettra, et c'est certain, mais il y aura un avant et un après, comme quoi même la régulation peut faire plier un titan de son envergure. Alors, la réglementation, d'accord, mais il y a quelque chose d'encore plus sournois qui pourrait venir frapper à la porte de stratégie, j'ai nommé la récession, voire même la crise financière. Mais avant de continuer, j'aimerais te parler du sponsor de cette vidéo, Wiggle. Si tu cherches une application pour gérer tes euros et tes cryptos, je te conseille d'utiliser Wiggle. En fait, c'est un service de paiement avec un IBAN français. Tu peux recevoir ton salaire, payer tes factures et même effectuer des transferts instantanément et gratuits entre utilisateurs. Wiggle va aussi te permettre d'investir facilement dans une sélection de cryptos et de mettre en place bien sûr le fameux DCA, de faire des placements en DeFi dans leur coffre qui va en fait générer tout simplement du rendement et t'as rien à faire. Et en plus, en utilisant la carte Wiggle, tu vas bénéficier jusqu'à 7% de cashback en token Wiggle. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais est-ce que c'est régulé? Est-ce que c'est safe, etc. Stop, stop, stop. Je vous arrête. Derrière, c'est Filmining, une entreprise française qui est régulée et qui est pionnière sur le marché depuis 2019. Si tu as des questions, ils ont d'ailleurs une communauté de Wigglers sur Discord où tu vas pouvoir poser tes questions, échanger avec l'équipe et suivre l'actualité en direct. En tout cas, l'inscription, elle est gratuite et tu peux aussi parrainer et bien sûr être récompensé. Si commencer avec Wiggle t'intéresse, le code QR s'affiche ici. Tu peux directement aller découvrir l'application. Allez, on repart sur la vidéo. C'est parti.
La tempête économique approche, les marchés traditionnels s'effondrent, les taux d'intérêt grimpent et les entreprises surendettées vacillent. Pour Strategy, avec ses 7 milliards de dollars de dette et ses 500 000 bitcoins comme bouée de sauvetage, ça commence à sentir mauvais, voire très mauvais. Sentant le vent tourner, Saylor revient sur ses convictions et décide que là, c'est bon, il va prendre son billet, sauver son entreprise, le tout sans demander son reste. L'annonce fait bien sûr les gros titres, Strategy va vendre ses bitcoins. La crise financière est à nos portes et le cash redevient roi. Bien entendu, l'annonce fait l'effet d'une bombe. Forcément, là aussi, on observe des liquidations en cascade. Certains critiquent bien entendu vivement la décision de Saylor, quand d'autres crient au génie. Pour Strategy, c'est un virage brutal. Les bitcoins envolés, l'entreprise rembourse ses dettes et sauve sa peau, mais à quel prix ? Sans son trésor de guerre, le cours du MSTR, bien sûr, il dégringole. Exit le statut de Bitcoin Play qui attirait les investisseurs. La boîte retombe à une valorisation plus terre à terre, autour des 1 à 2 milliards de dollars, basée sur ses revenus logiciels d'environ 500 millions de dollars par an. Alors ici, ce n'est pas la régulation qui a eu raison de Saylor, mais la réalité de la finance qui a fini par le rattraper. Il a parié gros, trop gros, et il a perdu. Après, je tiens quand même à apporter quelques éléments à ce sujet, parce que je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions. Alors oui, si une crise financière devait éclater et provoquer un effondrement durable du prix du Bitcoin, Saylor, et Strategy bien sûr, se retrouveraient dans une position extrêmement délicate, bien que pas immédiatement catastrophique. En fait, leur structure de dette est assez souple, le levier est plutôt faible et les échéances sont longues. D'ailleurs, certaines vont jusqu'en 2029 avec des taux d'intérêt souvent très bas, voire même à zéro. Alors l'entreprise ne serait pas forcée de liquider ses positions dans l'immédiat, d'autant plus que Saylor détient encore 46,8% de droits de vote, ce qui va lui donner en fait un contrôle quasi absolu sur la stratégie de l'entreprise. Et d'ailleurs, même face à une pression extérieure, sur le papier, il pourrait donc résister longtemps à l'idée de vendre ses bitcoins. Cependant, parce qu'il a toujours un mais, si le prix du bitcoin restait en dessous des 16 500 $ pendant plusieurs années, la valeur totale de leurs avoirs plongerait sous le niveau des dettes. Après, on a aussi un scénario extrême où le bitcoin tomberait à 12 000 $ et n'en sortirait pas pendant plusieurs trimestres. Et la société, en fait, elle basculerait techniquement en situation de faillite. Ses actifs ne couvriraient plus ses passifs, et là, ce serait vraiment la cata. En fait, cela pourrait forcer la main à des créanciers de liquider les actifs. Dans cette configuration, Saylor, en fait, il n'aurait plus d'autre choix que de céder une partie de ses bitcoins pour assurer le remboursement de la dette ou tout simplement pour restructurer complètement la société. On observerait bien entendu une chute du cours de l'action, mais aussi de bitcoin, qui va accentuer en fait encore plus l'effet dominó. Et d'ailleurs, même en vendant des actions ou en levant de la dette à taux élevés, l'entreprise pourrait aussi se retrouver sans marge de manœuvre suffisante, surtout si les investisseurs fuient le navire qu'ils ne considèrent plus comme insubmersible. Bref, ce scénario existe, il est peu probable à court terme. À long terme, si le prix du bitcoin descend trop bas pendant trop longtemps, oui, ça risque d'être compliqué. Troisième scénario, le grand mythomane. Alors maintenant, il y en a un autre qui pourrait aussi arriver, et si Saylor nous avait menti, et si sa foi inébranlable envers Bitcoin était plutôt de l'opportunisme plutôt qu'une véritable conviction profonde. Et si ça se trouve, il pourrait changer totalement d'idée du jour au lendemain et se tourner vers d'autres choses. Pourquoi pas l'or, par exemple. Un beau matin, on pourrait se réveiller avec un communiqué de Strategy qui a changé son logo. Plus de Bitcoin à côté du nom de l'entreprise, mais tout simplement un petit lingot d'or. Dans la foulée, il annonce aussi liquider tous ses Bitcoins. Comme toujours, une vente de cette taille, même progressive, ça va faire forcément bouger les cours. Ce revirement idéologique complètement inattendu fait effectivement de lui le chef des boomers sur Twitter. Ça va devenir bien entendu un peu le fou du bus et il y a à peu près que Peter Schiff pour se réjouir de cette nouvelle. D'ailleurs, pour situer, c'est l'un des plus fervents défenseurs de l'or, mais aussi un des plus fervents critiques de Bitcoin sur les réseaux sociaux. En tout cas, nombre d'entreprises qui voulaient imiter Saylor dans son pari d'une trésorerie constituée de Bitcoin vont se raviser. L'écosystème crypto va perdre l'une de ses figures principales et bien entendu, probablement que ça mettra un coup dans l'adoption, au moins à court terme. Ah oui, on a beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui Saylor reste un irréductible. Il est l'un des piliers de notre écosystème. Ça ne veut pas dire que Bitcoin dépend de lui, mais plutôt que ses actions l'ont mené directement sur le devant de la scène de notre industrie. Et si l'optimisme de Saylor disparaît, cela aura aussi peut-être des répercussions négatives sur le marché. Néanmoins, à mon avis, plus contenu que les autres scénarios. Et là, on touche du doigt une question fondamentale. Bitcoin et les cryptos ont-elles besoin de gourous ? Alors, je n'ai pas la réponse, mais s'il venait à se tourner vers l'or, sa crédibilité risque de prendre un sacré coup. Saylor, c'est le précurseur, c'est le mec qui navigue contre vent et marée. Se ranger aux côtés d'une relique de l'ancien temps comme l'or, c'est assurément changer son image. Après, il pourrait aussi se tourner vers d'autres actifs, finalement. Imaginez, un matin, on voit un logo de Strategy en violet, avec un petit logo Ethereum, ou Solana, ou XRP, par exemple. Il faut avouer aussi que ces derniers mois, il s'est plusieurs fois exprimé au sujet d'Ethereum et des altcoins de manière générale, particulièrement notamment avec l'apparition des ETF. Et malheureusement, à bien des égards, le Saylor qui disait « There is no second best », il a l'air d'avoir un peu nuancé son discours. Et si ça se trouve, un jour, il passera sur Ethereum. Peut-être que c'est aussi ce genre de nouvelles qu'il va nous falloir pour redorer le blason de la seconde crypto-monnaie du marché. Si ça se trouve, c'est Saylor qui va propulser Ethereum vers les 10 000 $, on sait pas. Au final, un changement d'idéologie pourrait pousser Saylor à troquer ses BTC pour de l'or, ou même du Solana, ou
encore du XRP par exemple. Son entreprise devrait évidemment se restructurer et le marché pourrait probablement encaisser le coup. Maintenant, peut-être on aura un revirement, mais pas au niveau de ses convictions, plutôt au niveau de ce qu'il souhaite faire de sa vie. En effet, on voit que Saylor commence à avoir de la bouteille. À 60 ans, il a déjà été multimilliardaire et a déjà surfé plus d'une fois les tsunamis financiers. Et si ça se trouve, il pourrait nous faire un virage philanthropique, une sorte de crise de la soixantaine qu'on qualifie parfois de seconde adolescence. Imaginez, tout bonnement, Michael Saylor qui se lève un matin, qui contemple ses 500 000 bitcoins valant plusieurs milliards de dollars. Il soupire. À quoi bon ? Après tout, si cette richesse pouvait servir à une cause plus grande. Il décide de liquider Stratégie et avec tout ça, faire des dons en bitcoin à des associations du monde entier. Éducation, recherche médicale, toutes les causes sociales y passent. L'opinion, elle va osciller entre colère, fascination, frustration. C'est super tout ça, mais le wallet des investisseurs, il va tirer la tronche. Perdre un pilier comme Saylor, même pour une noble cause, va ébranler la narrative du hodl forever. Le bitcoin finit par remonter, mais l'épisode marque les esprits. Et bien entendu, pour Saylor, l'impact il est double. Dans le monde crypto, son aura de hodler invincible, elle va s'effriter. Les maximalistes le regardent avec méfiance et dégoût. Donner des bitcoins, c'est noble, mais ça reste une vente. Des écoles financées par ces milliards portent son nom. Les médias généralistes le célèbrent comme un visionnaire altruiste, mais dans l'écosystème, on dit qu'il a plutôt troqué son trône contre une auréole. Et finalement, quelques années après, le marché retrouve des couleurs. On retrouve un Saylor apaisé dans son manoir ultra luxueux, pieds nus sur son tatami. Au détour d'une interview, il dira qu'il a transcendé la monnaie, que Bitcoin l'a libéré et que c'était sa mission. Alors, ça fait presque sectaire, dit comme ça, mais bon, ça ne sera pas le premier milliardaire à faire ce genre de revirement. Une croisade philanthropique pourrait pousser Saylor à vendre ses bitcoins pour un idéal. Le marché, bien sûr, il s'adapterait, MicroStrategy retournerait dans l'ombre et Saylor deviendrait une figure clivante, héros ou traître, chacun se fera son opinion. Enfin, il y a un dernier scénario, alors un peu plus abrupt, celui-là, mais tout aussi fascinant. Je parle évidemment de la mort brutale de Michael Saylor. Un tel scénario peut arriver, et c'est déjà arrivé d'ailleurs. On peut penser par exemple à Apple et la mort de Steve Jobs. C'est un poil présomptueux de comparer Stratégie à Apple pour le moment, mais quand même, à l'époque, ça avait marqué la fin d'une ère pour la marque à la pomme. Alors Michael Saylor, ce n'est pas juste un PDG ou un cofondateur, c'est un visage, l'âme et le moteur de la stratégie Bitcoin maximaliste de son entreprise. C'est lui qui a tout misé dessus, qui a levé des milliards pour acheter du Bitcoin, qui a transformé une boîte de logiciels en sorte de coffre-fort à Bitcoin avec effet de levier. Sa disparition, bien sûr, elle créerait un vide idéologique, mais aussi stratégique. En l'absence de Michael Saylor, le conseil d'administration devrait prendre des décisions difficiles. Est-ce qu'on continue dans la même direction? Est-ce qu'on vend une partie des Bitcoin? On change de cap? Jusqu'à présent, c'est Saylor qui verrouille toutes les possibilités de virage brutal grâce à ses quasi 50% de droits de vote. Et s'il meurt, ses droits de vote, ils vont passer à ses héritiers. Sauf s'il avait prévu quelque chose de spécifique dans un testament ou un trust. Souvent, dans ce genre de grosses boîtes, il y a des dispositions testamentaires, mais ça, on le sait pas vraiment. En tout cas, de son côté, et pour sa propre personne, il s'est déjà exprimé sur le sujet. Si jamais il advenait qu'il mourrait, ses bitcoins seraient brûlés et tomberaient dans les limbes de la blockchain. Et il l'a d'ailleurs expliqué lui-même, c'est un peu pour suivre les traces de Satoshi. C'est sa manière à lui de contribuer à la rareté de Bitcoin, et probablement qu'il a déjà pris toutes les dispositions pour que ça arrive. En 2020 déjà, il déclarait posséder à titre personnel environ 17 000 bitcoins dont il prévoit que les clés soient détruites à sa mort. Stop, je vous arrête, pour les bitcoins de stratégie, c'est autre chose. Et comme je vous l'ai déjà dit, ça va dépendre en fait des plans qui vont être mis en place par la société. En tout cas, bien entendu, ça provoquerait sûrement une sacrée secousse dans l'écosystème. Saylor entrerait bien entendu au panthéon de Bitcoin aux côtés d'Alphine et de toutes les autres personnalités qui ont influencé notre écosystème et qui ne sont aujourd'hui plus de ce monde. Et voilà, on commence à avoir fait le tour des scénarios qui pourraient précipiter les bitcoins de Saylor directement sur les exchanges. Évidemment, il y en a plein d'autres. Moi, j'ai pris les plus plausibles. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vais tous les lire. En tout cas, dans pas mal de cas, ce serait dur à encaisser pour le marché. On souhaite d'ailleurs à Michael Saylor de vivre jusqu'à 120 ans. Minimum. Mais se raconter ce genre d'histoire, ça a le mérite de nous faire réfléchir sur la place que va prendre un seul homme au sein de notre tout petit écosystème. L'invention de Satoshi Nakamoto a survécu à bien pire que ça, et Saylor ou pas, peu importe au final, Bitcoin était là avant et il sera là après. Maintenant, il faut bien se dire qu'en crypto, les géants restent rarement debout ad vitam aeternam, et Saylor ne fait pas exception. Seul l'avenir nous dira si l'un de ces scénarios finit par se réaliser, ou bien si, comme toujours d'ailleurs, le futur nous surprendra par son imprévisibilité. Si ça arrive et que tu vas être le premier informé, c'est ce qu'il te reste à faire. C'était Benjamin pour le Crypto Daily, et je te dis à bientôt.